introduire Cécile Mathieu. Euh, quand Isabelle Filosa expliquait en fait ces changements radicaux au niveau psychologique, au niveau du développement de l'enfant, mais ça c'est une évidence qu'on vit avec Patrick, moi depuis peut-être 25 ans dans ma pratique d'orthodontie pédiatrique et Patrick depuis 40 ans, c'est ces changements qu'on a autour de l'enfant, des fois des enfants qui bégayaient, des problèmes cardiaques, qu'on n'arrive pas à expliquer, mais que vous, professionnels, qui nous accompagnez dans cette démarche d'orthodontie pédiatrique, expliquez bien. Donc, sans plus attendre, Cécile Mathieu, justement, Isabelle Filosa disait ce matin et parlait en fait de l'œil et disait que l'œil était aussi quelque chose d'important dans tout ce cheminement de la posture, du développement de l'enfant. Et Cécile qui a la particularité d'être ostéopathe qui est partie vers la posturologie, c'est comme ça que je l'ai connue, et qui maintenant se développe vers le réflexe archaïque. C'est une démarche logique qu'elle a. Et on aura aussi Roselyne tout à l'heure qui va nous parler d'ostéopathie. Et je pense que nous, l'orthodontie pédiatrique, on crée des changements morphologiques. On a besoin des sens myofonctionnels, mais on a besoin aussi des ostéopathes, des gens qui ont une action mécanique, parce qu'à la fin, quand la nature n'a pas fait les choses, il va y avoir une action mécanique, et c'est vraiment l'orthodontie pédiatrique. Et ben, les ostéopathes, les posturologues et tous ceux qui nous entourent vont nous aider non seulement à redresser le visage, les dents de l'enfant, son sourire, son corps et sa posture en globalité. Merci Cécile de consacrer toi aussi ce dimanche avec nous, et c'est à toi la parole. Alors, merci Patrice. Bonjour à tous et à tous. J'y suis. Alors, merci à tous et à toutes. Un grand merci également à Patrice Bergeron et puis au Dr Pellus pour la qualité de ce congrès et pour le plaisir que me font avec cette invitation où j'ai l'occasion de m'exprimer sur l'étroite relation entre l'orthodontie pédiatrique et la posturologie clinique. Alors, un trouble orthodontique est forcément le reflet d'un dysfonctionnement. Donc, dans les causes principales qui ont été évoquées dans ce congrès et auxquelles on réfléchit de façon générale, je les reprends brièvement. Il y a des raisons génétiques, bien sûr, les naissances traumatiques qui vont donner lieu à des dysmorphoses crâniennes, les torticolis congénitaux, les plagiocéphalies positionnelles, les dysfonctions linguales et les troubles de la déglutition, des faits de civilisation, on a parlé de l'alimentation trop molle et le manque de mastication pour le développement orofacial, la pollution de l'air, augmentation des allergènes, la respiration buccale. Et en tant qu'ostéopathe pédiatrique et posturologue, je me suis intéressée à une autre cause qui est celle de l'intégration des réflexes archaïques. Alors, les réflexes archaïques, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, c'est un programme de développement sensorimoteur qui existe dès notre conception et qui va avoir un rôle à vie. Il s'agit de mouvements innés, oscillatoires involontaires, stéréotypés, qui sont des réponses à un stimuli interne ou externe. Ils sont bien sûr testés par les pédiatres à la naissance pour s'assurer du bon développement neurologique, mais on va voir que leur rôle va beaucoup plus loin que ça. Ils vont être un référentiel de mouvement à vie, puisque tous les mouvements réflexes, c'est sur cette base que vont se construire les mouvements volontaires. Et dans la première phase de la vie, ils vont dépendre du tronc cérébral. Alors, le rôle premier des réflexes archaïques, c'est un programme d'adaptation. À mon sens, c'est un programme, même probablement, c'est l'outil de l'adaptation épigénétique. Adaptation à notre environnement, question de survie, et en l'occurrence, après la naissance, l'adaptation à la gravité. Donc, si on réfléchit qu'in utero, le fœtus est coordonné, il est capable de sucer son pouce, de se retourner, d'avoir une activité, eh bien, au moment de la naissance, sous l'effet de la gravité, il va perdre cette coordination motrice et il va s'adapter à ce monde gravitationnel entre 0 et 18 mois de vie en moyenne. Pour cette adaptation, il va répéter des mouvements réflexes. Par cette boucle stimuli-mouvement-réflexe, répétition, on va arriver à la maturation du réflexe, puis à son intégration. Alors, adaptation à la force de la gravité, mais aussi coordination des schèmes de base. Ça va permettre de dissocier et de spécifier le travail de chaque articulation, de calibrer les récepteurs sensoriels que sont l'appareil manducateur, l'œil et le pied, dans le but de passer de mouvements réflexes innés aux mouvements
volontaire et orienté vers un but. Ce qui est intéressant de savoir, donc, c'est que chaque réflexe va développer une aptitude motrice et musculaire spécifique, c'est-à-dire une fonction dans la vision ostéopathique du terme, les connexions neuronales qui vont être nécessaires à l'exécution d'un mouvement, la coordination sensorimotrice qui permet l'intégration du mouvement acquis à l'ensemble du corps, c'est la notion de chaîne de base, et les compétences posturales, cognitives et émotionnelles. On peut dire que c'est ainsi que se crée le système tonique postural. Ce système tonique postural, c'est celui sur lequel nous travaillons tous, que nous soyons orthodontistes, ostéopathes, sportifs, etc. La verticalisation et la gravité nous a donné l'occasion de cette organisation segmentaire du corps et de ces systèmes toniques posturales régis par nos capteurs sensoriels. Nous pouvons dire que nous sommes nés pour bouger, apprendre, aimer. Nous avons là les trois notions essentielles, le postural, le cognitif et l'émotionnel. Alors, la posturologie, eh bien, elle s'intéresse à l'analyse de ce système tonique postural. Ce système permet l'équilibre en statique et en dynamique, le positionnement du corps dans l'espace et le repérage dans l'espace-temps qui nous entoure. Si l'organisation au niveau in utero du mouvement est en milieu aquatique correspond à des mouvements fondus enchaînés, la gravité va nécessiter cette organisation segmentaire. On aura un segment, une articulation, un segment, une articulation. Donc d'un édifice plutôt instable et multi-articulé. Alors, la posturologie, du coup, a défini des critères de normalité. Ces critères qui sont représentés ici, vous les voyez, correspondent à l'équilibre de la ceinture scapulaire, l'équilibre de la ceinture pelvienne, l'horizontalité de la ligne labiale et de la ligne bipupillaire. Si on a tout ça, ça signifie que les réflexes ont été intégrés et ça signifie également que l'appareil mandibucateur sera fonctionnel. Alors, cet appareil mandibucateur, eh bien, il est branché sur ce système tonique postural, à la fois par les chaînes musculaires et également au niveau neurophysiologique. Donc, ce système est renseigné par nos capteurs sensoriels, l'œil, l'oreille interne, l'appareil mandibucateur, mais aussi les articulations, la peau, les muscles, les pieds, les centres supérieurs qui correspondent également à l'émotionnel. On n'a pas la même posture selon l'émotion dans laquelle on se trouve. Ces capteurs sensoriels renseignent l'ordinateur central et l'ordinateur périphérique qui communiquent entre eux et qui sont tous les deux responsables du tonus musculaire. Donc, ils vont renseigner les muscles effecteurs, les muscles toniques et tonico-fasciques du système postural. Alors, l'appareil mandibucateur peut être décompensé par les 5 voies, que soit la voie musculaire, donc en cas d'asymétrie musculaire au niveau des masséters, des muscles sternoclédo-mastéoïdiens, etc. La voie crânienne à travers les chaînes posturales, les chaînes musculaires, donc la chaîne musculaire antérieure qui s'arrête au niveau de la mandibule et la chaîne postérieure qui vient au niveau du maxillaire. Par les voies de l'oculocéphalogyrie, ça c'est quelque chose sur lequel je vais beaucoup revenir, ces voies de l'oculocéphalogyrie qui mettent en lien les mouvements oculaires, des muscles oculaires, avec l'appareil mandibucateur. Et il peut décompenser également en boucle longue ou bien sûr par la langue. L'intégration des réflexes archaïques, eh bien, le but, c'est l'adaptation au monde gravitationnel par l'organisation segmentaire du corps, le développement sensorimoteur et la coordination neurosensorimotrice, la maturation des récepteurs sensoriels, qui vont être les futurs capteurs posturologiques, les pieds, l'œil et l'appareil mandibucateur. Le développement des chaînes musculaires, la mise en place de la posture érigée, l'apparition de l'axe visio-podal décrit par le professeur Jean-Pierre Paul, et la prévention des troubles posturaux, cognitifs et émotionnels.
Donc, une petite question. Ces déséquilibres posturaux qui apparaissent ici à l'écran, que ce soit les bascules des épaules, l'antériorité du massif céphalique avec la traction sur les muscles du cou, les lordoses, les syphoses, toutes les bascules et rotations dans le plan frontal et les modifications de l'équilibre dans le plan sagittal, vont-ils influencer l'appareil manducateur? Alors, lorsqu'on voit ces photos d'enfants, on voit quand même que leur posture est particulièrement perturbée. Donc, il y a des hyperlordoses, il y a des augmentations des courbures cervicales, il y a pour le troisième un déséquilibre antérieur majeur qui met en tension les mollets, l'avant des cuisses, bascule en avant du bassin, et sur la quatrième image, donc l'adaptation podale. Donc, on peut dire que les réflexes archaïques non intégrés vont donner une posture qui va être déséquilibrée et par conséquent, à travers le système tonique postural, induire des troubles et des dysfonctions de l'appareil manducateur. Donc, la gravité nécessite l'aubanage de la structure à travers les chaînes musculaires. Les chaînes musculaires, on en a parlé, antérieures et postérieures, qui permettent de faire le lien entre la mandibule et le maxillaire. Et les chaînes qui concernent les chaînes croisées, qui croisent au niveau de l'osioïde et qui ont une influence sur les mouvements de rotation interne et externe des membres inférieurs. Là, vous avez une image avec d'autres adaptations. On voit un enfant avec un trouble de la convergence oculaire et ses conséquences au niveau bascule homolatéral des épaules et du bassin. On voit également l'adaptation au niveau du membre inférieur et de l'empreinte avec un pied varus et un pied valgus. Donc, il faut comprendre que le déséquilibre postural affecte la totalité du corps. Ainsi, on peut dire que la posture est le reflet de l'intégration des réflexes archaïques. Alors, quelle prévention pour les troubles orofaciaux de l'enfant par l'intégration des réflexes? Quelque chose qui a été très délétère est le couchage du bébé sur le dos qui a été recommandé pour éviter la mort subite du nourrisson. Alors, c'est un sujet un petit peu tabou, mais c'est intéressant d'en prendre les conséquences. En associant couchage sur le dos et mort subite, on a juste terrorisé les femmes et grand nombre sont à ne plus oser coucher leur enfant dans une autre position que sur le dos. Donc, on arrive en fait à un couchage exclusif sur le dos, que ce soit dans le lit, dans le maxi-cosy, etc., tout au long de la journée. Les premières perturbations ont été la création des plagiocéphalies. Donc, on a inventé, vous voyez sur la première image, des matelas anti-plagiocéphalie avec le positionnement de la tête, un trou dessous. Donc là, le bébé est bien bloqué, il ne risque pas de tourner sa tête à droite ou à gauche pour éviter bien sûr le retournement. Sur la deuxième image, on voit un problème qu'a donné ce couchage sur le dos, c'est la rotation externe des membres inférieurs depuis le bassin, qui vont, lorsque le bébé va se verticaliser, affecter le recouvrement de la tête fémorale et affecter passablement la marche et créer des nouvelles pathologies. Sur la troisième image, on a les conséquences d'un torticolis congénital avec ce côté préférentiel donc, de rotation de la tête. Le bébé va développer une plagiocéphalie positionnelle. Et bien sûr, on peut se poser la question, est-ce que l'augmentation relativement récente des classes 2 dentaires n'est pas la conséquence de ces troubles de développement, d'intégration des réflexes? Alors voilà une petite mosaïque des conséquences du développement des cubitus dorsal, donc les plagiocéphalies, tension, raideur des membres inférieurs, non-développement des réflexes du pied, réflexe Babinski, de l'amphibien, qui vont affecter la marche, grande frustration, on va le voir, problème d'équilibre, de proprioception, etc., etc. Ça aussi, c'est une très mauvaise idée, c'est à proscrire. On a adopté ce genre de portage de plus en plus sous prétexte qu'on devait tourner l'enfant vers le monde.
La réalité est autre, c'est que la vision est à l'ordre entre 2,50 m, 3 mètres, après elle est floue. Donc, nous avons actuellement des bébés qui se retrouvent avec les pieds, les mains et les yeux dans le vide. Les pieds sont un propriocepteur, ils ont besoin d'être au contact du corps du parent. Et bien sûr, on perd l'interaction des regards. Alors, sur ces enfants que j'ai l'habitude de suivre au cabinet et qui ont été couchés uniquement, exclusivement en décubitus dorsal, eh bien, lorsqu'on les met, on les positionne sur le ventre, alors qu'ils auraient l'âge de se déplacer un rampé ou un quatre pattes, on va voir qu'ils ne savent plus utiliser le pied pour pousser, ils ne l'ont jamais appris. Les pieds vont chercher vers le haut et on est dans un système aberrant. Donc, je ne détaille pas plus sur cette image. Alors, bien sûr, il faut favoriser le développement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser le développement de l'appareil mandicateur? Il faut comprendre que ce capteur ne peut se développer que dans la position ventrale. C'est uniquement dans la position ventrale que le bébé peut stimuler sa chaîne postérieure. Donc, avec le premier réflexe, qui est le réflexe tonique labyrinthique arrière, ce qui va lui permettre d'avoir une extension de la tête et de muscler en premier la nuque, puis toute la chaîne postérieure. Le positionnement ventral va permettre le centrage de la mandibule. Il faut que la mandibule, on voit sur la deuxième image et la troisième, que la mandibule soit placée dans le vide, sous l'effet de la gravité. Seule articulation double du corps, c'est placée sous la force de la gravité qu'elle va pouvoir se centrer et s'équilibrer. En cas de couchage sur le dos, il est logique avec la pesanteur, nous ayons une rétromandibulie qui s'installe, d'où certainement une partie des classes 2. Ensuite, autre réflexe, grâce sur la troisième image à l'extension des bras, le bébé va intégrer le réflexe tonique asymétrique du cou qui vont stimuler les chaînes croisées qui croisent au niveau de l'osioïde. On va voir sur l'image suivante. Donc, le RTAC, réflexe tonique asymétrique du cou, et le réflexe de l'escrimeur, c'est-à-dire c'est un réflexe, lorsque le bébé tourne la tête à droite, il a automatiquement extension du bras et de la jambe droite et flexion du côté opposé. Ce réflexe correspond à la mise en place de la vision binoculaire, au mouvement croisé. Il précède le rampé et le quatre pattes, qui sont bien sûr des phases indispensables du développement. En cas d'intégration unilatérale, eh bien, il y aura à nouveau un côté préférentiel lors du couchage, plagiocéphalie, désalignement de la mandibule sous l'effet de la pesanteur. On peut créer des latérodéviations. Éventuellement, ça peut être une des causes également des occlusions croisées. Autre réflexe, le réflexe d'agrippement qui se combine avec le réflexe de Babkin. Dans un premier temps, le bébé agrippe. Dans un deuxième temps, réflexe de Babkin, il amène au stade oral vers sa bouche. Et à ce moment-là, on a orientation de la tête, ouverture de la bouche. En cas d'intégration unilatérale, on va créer un côté masticateur préférentiel. Et on va développer les parafonctions telles que celle de mordiller en permanence quelque chose. Donc, le décubitus ventral est indispensable. Il favorise la migration de l'osioïde par extension, le développement de la chaîne musculaire postérieure, la vision tridimensionnelle, puisque le bébé va passer d'une vision au sol à la vision de la verticalité. Ce qui va la rendre mature, c'est lors du réflexe de Landau, la vision tridimensionnelle. Ça engendre actuellement un réel problème de myopie, puisqu'on est aux environs de 80% de myopie chez les jeunes adultes en Asie, où les phases au sol sont culturellement pas tellement développées, et nous sommes en train de les rattraper également en Europe. Donc, c'est uniquement sur le ventre que peut avoir lieu l'intégration du réflexe de Babinski, ce qui va conditionner la marche et tout le membre inférieur. Et le décubitus ventral va permettre cette harmonisation entre les muscles du cou et l'équilibre de la mandibule. Les origines de la classe 2, eh bien sûr génétique et certainement décubitus ventral insuffisant. Alors, on peut avoir une réflexion sur une prise en charge pluridisciplinaire. Là, vous avez l'image d'une enfant qui a été traitée par orthodontie pendant 3 ans.
Sans prise en charge posturale, on voit qu'il reste une asymétrie importante quand même au niveau du visage et une rotation de la ceinture scapulaire. Donc, la même enfant, si on lui fait faire un test de convergence, on va voir qu'il y a un défaut de convergence donc, de l'œil gauche. Et si on désafférente l'occlusion à l'aide d'une compresse, on enlève les informations du trijumeau, à ce moment-là, on voit qu'elle est capable de converger. Donc ça, c'est l'interdépendance des capteurs, et ça va être important de le prendre en charge. On voit là, en cas de défaut de convergence, toujours une ligne bipupillaire et une ligne labiale qui sont parallèles, mais qui sont inclinées. Alors, sur cette vidéo, je vais les mettre en rouge. Excusez-moi. Ok, on va regarder cette vidéo donc, où je cherche à produire un test de convergence chez cet enfant. Vous voyez que spontanément, il utilise ses lèvres en gouttière. C'est-à-dire que pour que les yeux soient efficients, pour que la 3D soit efficiente, il faut qu'il neutralise le capteur mondicateur ou du moins qu'il l'équilibre grâce à ses lèvres pour former une gouttière. Situation un petit peu différente avec celle-ci. Donc, suivi visuel, convergence oculaire. On traverse donc la ligne médiane, ce qui est quand même indispensable pour la lecture. Et on voit le rôle que vient jouer la mandibule pour venir en aide au capteur oculaire pour le passage de la ligne médiane. À ce moment-là, on va aussi développer des troubles cognitifs, bien entendu. Donc là, c'est un cas de 2 petites sœurs jumelles que j'ai eu l'opportunité de suivre avec le docteur Bergeron, qui présentent une occlusion croisée demi-arcade, toutes les 2. Donc, on va faire une prise en charge qui est globale. Vous voyez sa posture au début, donc avec les bascules sur la première image, bascule homolatérale. Vous voyez la position de la tête. Et dans le plan sagittal, on voit nettement le déséquilibre antérieur, la bascule du bassin, etc. On la voit là après la reprogrammation. Donc, on voit sur la première image l'alignement du plan scapulaire du plan pelvien. L'image de face, on a presque l'équilibre scapulaire et pelvien. Là, c'est perturbé, c'est un peu spécifique par une cicatrice, vous la voyez, d'une opération qui a eu lieu peu de temps après la naissance au niveau digestif. Cette opération tend les fascias et cette tension sur les fascias la met plus en appui sur sa jambe droite. Cet appui sur la jambe droite durant la période de croissance va favoriser l'apparition d'une jambe courte réelle. Selon la loi d'Elbèche, tout appui sur un membre en croissance diminue d'autant la croissance de ce membre. Donc là, on va gérer dans ce traitement la prise en charge posturale globale, la prévention de la jambe courte et le traitement de l'occlusion croisée. Voilà un avant-après. On voit que l'empreinte également, bien sûr, au niveau podal, change. On voit le traitement en cours. Elles sont 2, comme je vous l'ai dit, donc les images avant-après. La convergence est au top, la posture est nettement améliorée et le traitement orthodontique est en train de porter ses fruits. Alors, attention, là j'aimerais vraiment attirer votre attention sur le fait que dans mon observation clinique, je remarque que quand on travaille chez des très jeunes enfants en orthodontie pédiatrique, eh bien, très régulièrement, à un moment donné, le bassin va se mettre en rotation. Il y a, semble-t-il, un lien entre la mandibule et le bassin. Je pense qu'il s'agit de l'axe crânio-sacré qui est stimulé. Alors, cette attitude en rotation, faut y faire attention parce qu'on risque d'avoir un alignement dentaire et une attitude scoliotique, voire une scoliose qui va pouvoir se développer. À ce moment-là, c'est important de travailler en pluridisciplinarité et avec une bonne relation avec l'orthodontiste, de façon à pouvoir dire, attention, là, il faut freiner le traitement orthodontique, maintenant on peut le reprendre, etc. Et là, on peut veiller vraiment à réorganiser la posture en même temps que l'orthodontie.
On voit sur la première image ce déséquilibre postural que vous connaissez bien maintenant, bascule homolatéral, latérocolie, donc inclinaison de la tête d'un côté. Le trouble de la convergence était pris en compte. Et là, deuxième image, on va à nouveau neutraliser le capteur mandicateur et on va voir l'équilibration de la structure. Donc, indéniablement, tout est lié. L'appareil mandicateur s'adapte au déséquilibre. On a parlé d'un axe visiopodal de la verticalité. On pourrait commencer à parler d'un axe visio-dentopodal. Donc, la reprogrammation posturale au service de l'orthodontie pédiatrique, on va regarder les entrées, quelles sont les entrées déréglées, l'œil, la mâchoire et le pied. On va traiter la posture dans son ensemble et on va lever la symétrie morphostatique, les douleurs et les blocages qui peuvent être là avant ou que peut provoquer le traitement seul de l'appareil mandicateur. Donc la solution, là, c'est vraiment de traiter les entrées et la mémoire des fascias à travers la reprogrammation posturale. Alors maintenant, quelle est la prise en charge, locale ou globale? Le système tonique postural est un tout structuré en entrée plurimodiale. Il y a une interdépendance des capteurs. Alors, est-ce qu'on va traiter des causes ou des adaptations? On peut plus se permettre de traiter un seul capteur. Donc, au cours du traitement occlusal, surveiller l'évolution de la posture, la relation, donc position de la mandibule et du bassin, l'axe crânio-sacré. Savoir que leur traitement seul de l'appareil orthodontique, de l'appareil mandicateur, peut entraîner un déséquilibre des ceintures, une attitude scoliotique, s'il n'y a pas une prise globale, une prise en charge globale. Alors peut-être c'est à mettre en relation avec l'évolution actuelle assez significative du nombre de scolioses chez l'enfant. Quels sont les avantages d'une prise en charge pluridisciplinaire? Ça va être de faciliter le traitement orthodontique. Si on lève les adaptations, si on lève les asymétries morphostatiques, le traitement va pouvoir être beaucoup plus doux et on va pouvoir le stabiliser dans le temps. On va pouvoir personnaliser le traitement, éviter les effets iatrogènes et surtout harmoniser le fonctionnel, l'émotionnel et le structurel. En résumé, il semble que dans 85% des cas, la posture perturbe l'appareil mandicateur. Mettons le muscle dans notre camp. Il faut s'affranchir des précontraintes posturales pour un meilleur résultat. Et dans 15% des cas, il semblerait que l'appareil mandicateur perturbe la posture. Il faut lever les obstacles posturaux pour potentialiser le fonctionnement, le fonctionnel et l'esthétisme. Voilà une présentation qui était un petit peu rapide, semble-t-il, ce qui peut nous laisser un petit peu plus de temps pour les questions. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr, je suis de retour. Directement, Alors, ça, on envoie le sondage dont nous avions parlé au début et votre conférence a c'est particulièrement… une question qui a été posée. Oui, vous Donc, voyez la question de sondage, je vous laisse y répondre si vous voulez. Exactement. Et puis, cette présentation vous a-t-elle convaincu de la nécessité d'une prise en charge pluridisciplinaire? Donc, je vous disais, oui, il y a pas mal de questions, notamment sur le fait de coucher l'enfant sur le ventre. On vous demande à partir de quel mois peut-on mettre un bébé sur le ventre, et cela rebondit sur une des questions qui avait reçu le plus de likes de Floriane qui nous disait: bonjour, le couchage sur le dos a permis de diminuer le SMSN de façon très importante. Ne pensez-vous pas que ce sont les différents objets type COSI, Transat, arche au-dessus de la tête, moins de portage, mauvais portage, etc., qui sont plutôt à l'origine des plagiocéphalie? À noter que les dernières études de 2020 montrent un risque important de SMSN dans les cales bébés sur le côté aussi, et que les groupes cales vs dormir sur le dos n'a pas montré une amélioration significative des plagios sur les mesures ODD et CVAI. Oui, alors effectivement, le couchage sur le ventre, ou du moins
en tout cas, les temps d'éveil. Tous les temps d'éveil doivent être passés sur le ventre parce que c'est là que va se faire le développement et l'intégration des réflexes archaïques et la mise en place de la posture. Alors, on vous demande également si vous faites une différence entre le syndrome de déficit postural et le syndrome de déficit proprioceptif. Alors, ils sont liés. Ils sont complètement liés. S'il y a un manque d'intégration des réflexes, et notamment des réflexes du pied, le Babinski qui a une action sur les 3 capteurs posturologiques, sur le pied, l'œil et l'appareil mandibulateur, la proprioception va être complètement, le développement de la proprioception va être complètement lié. Chaque réflexe va développer une composante posturale, cognitive et émotionnelle. On vous demande aussi… Excusez-moi, sur le couchage sur le ventre, la position en tout cas sur le ventre, c'est dès le début de la vie. Si on attend 3 mois, qui sont préconisés actuellement, le bébé refuse cette position, il pleure, donc les parents ne le mettent plus sur le ventre. Il faut vraiment que c'est lieu avant, autrement on a besoin de repasser par une intégration des réflexes. On vous demande aussi à partir de quel âge le décubitus ventral peut être stimulé. C'est la même chose. Dès la naissance. Que conseillez-vous comme ordre? Est-ce que on devrait commencer par une consultation ostéopathique ou orthodontiste quand on détecte une malocclusion? Alors, tout dépend où s'adresse le patient. Est-ce qu'il va voir en premier l'orthodontiste? Est-ce qu'il va voir l'ostéopathe? Est-ce qu'il va voir le posturologue? Ce qui est intéressant, c'est qu'on ait une compréhension et une prise en charge donc, pluridisciplinaire. Et je pense que dans un premier temps, le diagnostic orthodontique sera fait soit par l'ostéopathe formé en posturologie, soit par l'orthodontiste, bien sûr. Et ensuite, il faut absolument accompagner ça par une vision globale du corps de l'enfant, par un examen postural global dans les 3 plans de l'espace. Et je recherchais quels capteurs, parce qu'on peut avoir 1, 2 ou 3 capteurs perturbés. Et ensuite, c'est certains tests, là, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais vous avez vu l'interrelation entre les capteurs, notamment l'œil et l'appareil mandibular. Et il va y avoir des protocoles pour comprendre si on doit commencer par régler le problème de convergence oculaire ou l'appareil mandibular. Quel va être l'ordre de la prise en charge? C'est de ça que je parlais quand je parlais de personnaliser le traitement de l'enfant. Justement, au sujet des capteurs, on vous demande, il n'est pas toujours évident de savoir par quel capteur commencer. Comment s'y retrouver? Alors, ça, je dirais qu'on est quand même un certain nombre à avoir travaillé, à avoir des connaissances là-dessus, une expérience clinique. Il y a des formations. Après, je ne peux pas expliquer absolument tous les tests et puis toutes les interrelations. On a vu 2 cas différents dans les petites vidéos. On a vu le cas de l'enfant lorsqu'on effectue un test de convergence qui utilise ses lèvres comme une gouttière pour que les yeux puissent venir en convergence. Et à ce moment-là, ils peuvent. S'il ouvre la bouche, il y a une perte de convergence. Ce qui me ferait, moi, prioriser le traitement de l'appareil mandibular, même si le traitement de la divergence va venir très rapidement, et une prise en charge globale posturale. Dans le deuxième cas, la petite fille, on voit que le passage suivi visuel de la ligne médiane pose problème au niveau du mouvement oculaire, des muscles des yeux, et on voit la mandibule qui vient accompagner. Là, je prioriserai le traitement de la difficulté de convergence. Justement, vous dites qu'il y en a, vous êtes plusieurs à avoir été formés pour ce genre de choses. Il y a une des questions, c'est est-ce que tous les ostéos sont formés à ce genre de prise en charge ou est-ce que c'est simplement certains? Si c'est le cas, comment est-ce que l'on fait pour trouver la bonne personne chez qui recommander, enfin chez qui envoyer notre patient? Alors, effectivement, moi, j'ai coutume de dire que je suis ostéopathe de cœur et devenue posturologue de raison. Et je continue bien sûr à travailler avec grand plaisir en ostéopathie. Malheureusement, non, pour le moment, en ostéopathie, on n'est pas formé sur le rôle des capteurs qui vont être extrêmement importants pour la prise en charge des scolioses, des hernies discales, du développement de l'enfant. Personnellement, il y a d'autres personnes aussi, personnellement, j'enseigne dans des écoles d'ostéopathie, j'enseigne dans des écoles de physiothérapie et j'espère très prochainement chez des confrères ostéopathes. Parce qu'on doit être conscient de ce système tonique postural, de l'ensemble de son fonctionnement, des récepteurs sensoriels, de leur rôle et du rôle de chacun des capteurs pour ces prises en charge pluridisciplinaires.
Alors, vous avez de nombreuses personnes qui vous remercient de parler de posturologie dans ce congrès, parce que je pense que c'est un point très important de la prise en charge précoce qu'il est nécessaire d'aborder dans un congrès comme celui-ci. De nombreuses personnes vous demandent également s'ils peuvent obtenir la bibliographie mettant en relation la plagiocéphalie et le trouble de l'articulé dentaire, ainsi que celle en lien avec toutes les statistiques de votre dernière diapositive. Alors pour ça, le mieux serait comme pour les autres conférenciers, il y a un post Facebook dédié sur le groupe du congrès à chaque conférence. Et est-ce qu'il serait possible que vous postiez du coup votre bibliographie sur ces deux sujets-là, sur le groupe, que toutes les personnes qui souhaitent la consulter puissent le faire et sachent où aller? Alors, avec grand plaisir. Et puis, bravo pour avoir créé ce groupe, parce que c'est vraiment un lieu d'échange qui est magnifique. Hein. C'est vraiment une très belle opportunité. Donc, ce sera fait dans les prochains jours. Eh ben, je vous remercie également. Merci beaucoup, Madame Mathieu, d'être venue participer à ce congrès. Je pense que c'était une partie qu'il était nécessaire d'aborder dans ce congrès. Et nous sommes ravis de vous avoir eu.